Celui qui se souvient par où il est passé saura où il va. Même par temps couvert et les hivers, il faut être lucide à tout prix pour ne pas sombrer. Les loups qui tiennent le pouvoir méprisent le peuple au point de le laisser dans la misère plus bas que terre. À la détresse morale s'ajoute l'injustice sociale qui touche surtout les plus faibles. La dictature a instauré la terreur et l'infamie. Les protagonistes réussissent malgré tout à tenir le cap à l'image d'une jeunesse sacrifiée mais toujours debout. Youssef Zirem réussit, avec art et magie, un élan salvateur pour transfigurer les souffrances de tout un pays, dans un style limpide, poétique et épuré, qui nous rappelle les plus grands écrivains comme William Faulkner. Alors William Faulkner, pour ceux qui n'ont jamais lu, je peux citer Le bruit et la fureur, qu'il a publié en 1929, Tandis que j'agonise en 1930, Lumière d'août en 1932. Et vous comprendrez pourquoi je cite William Faulkner. Émile Zola. Émile Zola a publié notamment Les Rougon-Macquart, la fresque romanesque, l'Assommoir, dont l'Assommoir en 1876, Nana en 1879, Germinal en 1885. Mouloud Firaoun, qui a publié notamment Le Fils du pauvre en 1950, La terre et le sang en 1953, Les chemins qui montent en 1957, Jour de Kabylie en 1954. Ou Albert Camus, qui, on peut citer L'étranger en 1942, La peste en 1947, Les justes en 1949, L'homme révolté en 1951, La chute en 1956. Où le verbe est porté, élevé, mis à nu pour ne dire que l'essentiel. Loin du superflu pour ne saisir que le vraisemblable, la vérité. Youssef Zirem, malgré un style qui, à première vue, peut paraître des plus libres, par sa fluidité, applique au roman une rigueur quasi scientifique. Pour peindre, comme le peintre, une fresque psychologique d'une société malade où les inégalités sociales sont criardes, où les maux sont multiples. Youssef Zirem sait que le salut n'est pas dans la fuite, lâche, mais dans la résistance et la lutte pour se libérer des chaînes de la dictature qui érige l'oppression et la barbarie. Il sait que la vie l'emporte toujours et qu'un sursaut philosophique salvateur est toujours possible. L'injustice doit être combattue. Dans une société algérienne qui semble vouée au malheur depuis l'indépendance, l'esprit lucide doit dépasser l'échec pour ne plus se plier. Youssef Zirem interroge et s'interroge, décryptant par l'expérience humaine les conflits et les comportements qu'impose un système injuste pour démystifier le réel, parfois étouffant. La 5e mascarade nous apprend que malgré les incertitudes, l'espérance d'un avenir meilleur peut jaillir au bout du tortueux chemin. Youssef Zirem, à travers ses personnages, réussit à faire passer le message que le combat pour la dignité et la démocratie n'est jamais perdu. Merci Ibrahim. Telmer. Merci cher ami. Je t'en prie. Alors la France salue le civisme remarquable du peuple algérien. Alors, je suis frappé par la dignité et la fierté du peuple algérien. Il y a un civisme remarquable, a commenté le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vendredi. Je cite, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a salué donc le civisme remarquable du peuple algérien qui a manifesté à nouveau vendredi en masse pour obtenir la fin du système, je cite, au pouvoir. Le chef de la estimant que la transition maintenant s'imposait. Je suis frappé de la dignité et de la fierté du peuple algérien. Il y a une phase difficile de leur histoire, mais en même temps, il y a un civisme remarquable, a-t-il déclaré à des médias à New York en marge de réunion de l'ONU. L'Algérie doit être maîtresse de son destin. La population contribue par ces différentes manifestations à montrer son appartenance et sa fierté algérienne. Il faut donc que le processus qui va se mettre en œuvre de transition, qui maintenant s'impose, puisse se dérouler dans les meilleures conditions, a ajouté le ministre français. Je fais tout à fait confiance au peuple algérien
pour résoudre cette difficulté, a-t-il conclu. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas dans le roman, Brahim. Oui. Ça, c'est la déclaration politicienne d'un homme politique qui a dit l'inverse il y a moins d'un mois. La France officielle soutient jusqu'à aujourd'hui le système algérien. Oui. C'est triste à le dire, à le redire. Ça fait 30 ans que je le dis. J'espère que la France va comprendre qu'elle a intérêt à ce que l'Algérie se démocratise, à ce que toute l'Afrique du Nord se démocratise. Donc, on va voir. On va voir parce qu'effectivement, il semble qu'il y ait un réveil du peuple en Algérie, hein, pratiquement à travers les 4 coins du pays. Et ce qui est très intéressant, c'est sans aucune violence. Mais pour l'instant, rien n'est gagné. Hein. Le système est en place et le système est rusé, manipulateur. Et je pense qu'il a encore des méthodes qu'il va essayer d'employer pour justement juguler ce réveil de la population. Mais bon, mais rien n'est perdu non plus. Hein. Et il y a un espoir que les choses changent vraiment cette fois-ci. La 5e mascarade. Nous avons été habitués aux mascarades depuis l'indépendance. Mais la 5e mascarade, en quoi est-elle différente? D'abord, c'est la 5e. Hein. Ouais. C'est la 5e, ça veut dire qu'on a vécu 4 avec le chef de l'État qui ne parle plus, qui n'a jamais été élu. Vous savez, il y a 15 ans, quand j'écrivais que ce chef d'État n'était pas élu, tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Tu es fou. Pourquoi tu dis ça ?» Et je leur ai dit « Il n'a jamais été élu et je le sais. » J'ai été journaliste en Algérie et j'ai couvert la première mascarade en tant que journaliste. Donc j'étais journaliste à la Tribune et j'ai suivi les débats, j'ai suivi donc les meetings des candidats. Donc j'ai suivi principalement le chef de l'État qui ne parle pas aujourd'hui et Taleb Ibrahimi. Je n'ai rien avec les idées politiques de Taleb Ibrahimi en tant que personne, hein, mais je vais vous dire une chose. Dans une vraie élection, Ahmed Taleb Ibrahimi va écraser Bouteflika. Il va l'écraser. C'est pour ça que je me permets toujours de dire que ce chef de l'État n'a jamais été élu. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Aujourd'hui, certains veulent faire revenir Yamin Zeroual. Yamin Zeroual aussi n'a jamais été élu. Donc Yamin Zeroual a cautionné d'abord sa pseudo-élection. Il a cautionné la plus grande fraude massive en Afrique du Nord, celle qui a eu lieu le 5 juin 1997. Donc le système algérien avait créé le RND, un parti politique, le 21 février 1997. Il a gagné les élections législatives le 5 juin 1997. C'est la plus grande insulte infligée au peuple algérien par le système. Ça veut dire, aux yeux de ces animateurs du système, le peuple algérien ne peut pas réfléchir. Donc il a oublié tous les partis politiques qui existent et il a voté massivement pour un parti qui vient de naître. Donc les mascarades électorales existent. La 5e mascarade dépasse l'imagination. Oui, elle dépasse. Et l'entendement. Absolument, on en est en plein dedans, voilà, hein, parce que vous savez tous, le système voulait donner un 5e mandat au chef de l'État qui ne parle pas pour qu'il meure sur le trône. Mais d'ailleurs, sans la contestation de la rue, ils auraient été jusqu'au bout. Ils n'ont pas foi aux yeux. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, on peut saluer la Kabylie, car la contestation a d'abord été en Kabylie. Oui, maintenant, elle s'est généralisée au niveau de tout le pays. Oui. C'est ce que je raconte un peu dans ce livre qui est politique, mais c'est un roman. Hein.
c'est un roman parce que... Donc cet éveil des consciences a d'abord commencé en Kabylie. Oui, Et d'ailleurs, on peut dire depuis 63. Hein. La Kabylie s'est toujours opposée au système qui a en fait confisqué la révolution algérienne. L'enseignement de l'histoire a toujours été biaisé, et en Algérie et en France d'ailleurs, concernant la question algérienne. Peu d'Algériens savent que les gens qui ont pris le pouvoir en 1962 sont des usurpateurs. Ils ont pris le pouvoir de force. Donc l'équipe d'Oujda et de Ravdi Mayo en Tunisie, donc il y avait ce qu'on a appelé les armées de l'extérieur. Elles ont attendu que la guerre se termine, elles rentrent en Algérie, elles tuent plus de 1000 vrais maquisards, et le clan d'Oujda prend le pouvoir le 9 septembre 1962. Mais avant de prendre le pouvoir, la Kabylie et le reste d'ailleurs des maquisards de l'intérieur ont combattu l'assaut des armées de l'extérieur. Mais les armées de l'extérieur avaient de vraies armes, elles n'avaient pas fait la guerre, elles avaient été soutenues par l'Égypte, et donc c'était plus facile pour eux de prendre le pouvoir. Et depuis qu'ils ont pris le pouvoir le 9 septembre 1962, ils ne l'ont jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Le système algérien n'a jamais permis une quelconque alternance politique. En 57 ans d'existence, le système algérien n'a jamais organisé une vraie élection présidentielle, il n'a jamais permis une quelconque alternance politique. Je rappelle que vous didiez votre livre... Arrête de me vous voyez, Abraham. Tu peux me tutoyer. J'ai tellement d'admiration pour vous. Merci, mais l'admiration est réciproque. Voilà, mais tu es un ami, tout le monde le sait. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, Fadela, on va pas faire une mascarade ici. Donc je rappelle que vous didiez votre livre à une victime de cette injustice, de l'intolérance et de la barbarie, c'est Marzouk Touati. Oui. Donc à Marzouk Touati qui a passé plus de 2 ans derrière les barreaux pour avoir été donc condamné à 7 ans de prison à cause d'une simple interview publiée sur Internet. Et vous didiez également à ces millions de marcheurs pacifiques algériens de ce début de l'année 2019 pour le changement du système, aux prisonniers politiques du RIF au Maroc, condamnés par l'injustice du roi à de lourdes peines de prison à cause juste de leur désir de vivre en liberté et dans la dignité. À la mémoire de tous ceux qui se sont battus et se battent encore contre la dictature en Afrique du Nord. Et vous citez Radia Benaziez, paix à son âme, morte dans l'incendie du 16e arrondissement de Paris le 5 février 2019, et vous citez un texte poignant, déchirant, qu'elle a écrit sur l'Algérie. Pays que j'aime et que je hais. Pays schizophrène, malade, mental, qui échappe à toutes les règles et à toute logique. Pays qui a brassé des milliers de cultures et qui ne s'ouvre vers aucune culture. Pays où existent les 4 saisons, où l'on trouve mer, montagne et désert, et où le soleil ne donne pas de joie. Pays où les êtres sont prêts à mourir pour l'honneur de leur patrie, et qui sont prêts à mourir pour quitter leur patrie. Pays qui s'ornemente d'une grande mosquée vers le ciel et qui abandonne ses malades dans la souffrance. Pays où les singes font la loi et où les lions se cachent pour mourir. Merci pour ce rappel. Merci à elle, paix à son âme. Donc c'est Radia Benaziez, elle fait partie des victimes de l'incendie du 6e arrondissement de Paris le 5 février passé. Donc personne ne pouvait s'attendre à un tel soulèvement populaire. Oui, c'est vrai. Je croyais personnellement que
ce Tout le peuple... monde croyait que ce système qui a pris le pouvoir par la force en 1962 et qui a toujours agi par la force, a vidé, tout le monde croyait que ce système a vidé les énergies du peuple algérien. Et là, nous sommes tous surpris. Oui, c'est vrai, on peut dire ainsi, mais attention, le système n'est pas encore défait, il est toujours en place. Il est toujours en place. Et d'ailleurs, le chef des militaires a dit il faut appliquer tel article qui montre l'inaptitude du chef de l'État qui ne parle pas. Mais jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel ne s'est même pas réuni. Donc nous sommes dans des luttes de pouvoir, au sein même du pouvoir, et même à l'extérieur même du pouvoir, puisque on parle des anciens chefs des services secrets qui sont en train de manigancer. Alors, dans l'étouffement, heureusement que la poésie est là. Alors je vous cite, « Reste la poésie, heureusement qu'elle est toujours là. On se pose souvent des questions sur le sens de notre présence sur Terre. Certains trouvent des réponses dans les religions, d'autres continuent à chercher cet étrange sens introuvable. Ils ne se découragent pas, ils savent faire partie de cette nature qui dépasse l'homme, qui lui rappelle périodiquement son insignifiance. Faire partie de la nature est un joli programme. C'est un désir de ne pas tricher. C'est une volonté de protéger tous les êtres vivants du cosmos. C'est un rêve interminable. La Terre est une très petite poussière dans l'immense univers qui semble infini, qui n'a peut-être ni début, ni fin. Ce sont, à bien des égards, les mots qui nous permettent de tenir le coup, d'accepter notre sort, de relativiser les moments difficiles de notre passage sur Terre. Oui, ce sont les mots qui arrivent à nous convaincre que nous ne sommes que des passagers du temps et de l'espace. Ce sont les mots qui nous permettent également de célébrer notre joie, notre cohérence avec le monde. Cette cohérence génère dans bien des cas cette magie qu'on dénomme poésie. Il est fort délicat de cerner cette magie. La poésie n'est que liberté, et les poètes sont libres comme le vent. Même quand ils n'ont rien écrit, les poètes sont vécus comme ils l'ont voulu. Même quand ils n'ont rien écrit, les poètes ont vécu comme ils l'ont voulu. Ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont résisté avec des actions hors du commun, avec une façon d'être en marge, en faisant fi des convictions, des morales, des obligations. Cher ami, on ne se lasse pas de vous lire. Merci, vrai. C'est trop de compliments. Et les poètes, et justement, les poètes ont joué un grand rôle. Parce qu'ils sont l'âme de la liberté. J'aime toujours citer un grand écrivain kabyle de Constantine, Malek Haddad. Malek Haddad, il a dit cette belle phrase, il a dit en la femme tout est poésie. Et que c'est beau. J'ai pas terminé. Ah d'accord, très bien. Que c'est beau. Bon, la salle rigole, c'est normal, là. Et il a dit, tant pis pour les non-poètes. Tant pis pour eux. Ah bah oui. Et effectivement, j'ai toujours utilisé la poésie dans mes romans parce que je suis venu à l'écriture grâce à la poésie, grâce surtout à ma mère qui nous racontait en famille les contes kabyles et elle savait les raconter avec poésie. Voilà. Justement, justement, oui, hein? Merci, oui. Justement, la poésie nous aide à nous dépasser, surtout dans une Algérie où l'étouffement est quasi permanent. Maintenant, on respire un peu parce qu'on croit à un avenir meilleur,
Non. Oui, mais bien sûr, tant que nous sommes là, à mon avis, il vaut mieux avoir de l'espérance. J'aimerais vous lire un petit passage, page 184. Il est en rapport avec la poésie. Alors, Jeff, Malika, Farid et Sabrina ne sont que des poètes, mais les poètes sont maudits. Les poètes, les vrais, savent qu'ils n'ont aucun avenir. Ils savent qu'ils sont perdus dès qu'ils ont écrit leur premier poème, dès qu'ils ont osé être eux-mêmes. Maudits, ils continuent à souffrir, à errer et à écrire, même quand ils sont analphabètes. Ils savent que personne ne les lit, ne les écoute vraiment. Mais ils écrivent encore, ils continuent leur compagnonnage du vent. Ils connaissent très bien les blessures de l'insoumission, mais ils sont libres comme le vent. Rien ne les retient, ni ici, ni là-bas, ni aujourd'hui, ni demain. Les poètes n'ont besoin que d'un sourire pour oublier les nuages. Ils ont besoin juste d'un souvenir pour ne pas perdre leur chemin. Merci. Je t'en prie. Et vous êtes... vous êtes comme tu veux. Les idées sont beaucoup plus importantes Oui. Que l'apparence. Et donc, vous êtes très présent dans le livre. Et je trouve que vous êtes plus présent dans ce livre que dans les autres livres. Vous êtes, de toute façon, dans chaque roman que vous écrivez, il y a une part de vous-même. Absolument, certain, oui, bien sûr. Et parfois même, vous êtes l'un des personnages. Oui. Voilà. Mais là, j'y suis, mais je n'y suis pas seul. Tout à fait. Dans ce roman, en fait, qui n'a pas de chronologie, il y a plusieurs personnages qui prennent la parole et parfois il faut chercher un petit peu un mot ou deux pour comprendre lequel des personnages parle. Et il y a un narrateur aussi. Et dans ce roman, pour ceux qui connaissent un peu la littérature américaine, il y a une petite influence de William Faulkner, qui est l'un de mes écrivains préférés. Donc c'est quelqu'un qui écrit un peu de cette façon-là, où il n'y a pas de chronologie, où il y a surtout une spirale que les personnages, les mots prennent. Voilà. Il y a un style simple, fluide, et une liberté de ton. Mais écrire, c'est la liberté, à mon avis. Un poète, s'il n'est pas libre, il n'a pas à écrire, pour moi. Pour moi, tous les gens qui écrivent et qui ont quelque chose à dire sont nécessairement libres. Parfois au détriment de leur carrière, de leur personne, de leur famille même. C'est difficile d'assumer ces idées dans un monde où les gens sont souvent tentés par la soumission. Et il y a beaucoup de soumission, y compris dans les démocraties occidentales. Tout à fait. Alors, vous rendez aussi hommage à votre père. Voilà. Oui, c'est un bouquin, effectivement, un roman où j'y suis, bien sûr. Alors, je vais lire un passage qui m'a beaucoup touché. C'est à la lumière de la bougie ou de la lampe à pétrole que certains soirs, je fais l'effort de jeter un coup d'œil furtif, mais intéressé sur mes cahiers d'écolier. Chez moi, mes bons résultats scolaires sont une excuse valable pour mes pérégrinations douteuses. Mon père est tolérant et considère que la liberté de tout un chacun est sacrée. Responsable de l'unique centre de santé du Patelin, il est à la fois le médecin et l'infirmier de toute la population. C'est en France, où il avait passé son service militaire avant de rejoindre dans la région parisienne les courageux militants de la Fédération du Parti nationaliste, aidé par les porteurs de valises, qu'il a acquis les rudiments de ce métier. Une fois la guerre terminée, il n'avait pas hésité un instant pour revenir au pays natal. Le pays était à construire et il avait hâte d'apporter sa pierre à l'édifice. Mon père est souvent sollicité, même au dehors des heures de travail, parfois à des heures tardives de la nuit. Des malades viennent le réveiller et je ne l'ai jamais entendu se plaindre contre eux, jamais. À l'intérieur de notre modeste maison kabyle, qui a servi d'abri et de repère aux maquisards au cours de la guerre de libération, mon père avait insisté
pour que le drapeau algérien accroché au mur ne soit jamais enlevé. Lui, il a un faible inénarrable pour cet emblème. Un repère symbolique pour lequel des centaines de ses amis sont morts. Un repère symbolique qu'il saluait d'abord chaque fois qu'il se mettait à raconter les rêves brisés de sa génération. Des rêves de liberté, de justice sociale, de développement et de prospérité pour tous les enfants du peuple. Des rêves qui tardaient à se réaliser vraiment. Mon père se souvenait de plein d'épisodes douloureux de la guerre de libération. Mais il n'était pas bavard. Ainsi, il ne racontait jamais ce qui s'était passé durant cette journée lointaine du 17 octobre 1961, où, à Paris, la Seine avait failli l'engloutir. Mon père n'aime pas les héros. Merci. Merci Ibrahim, merci à toi. Donc, malgré la souffrance, l'art est là pour ne pas sombrer. Oui, l'art nous aide toujours, hein, quelles que soient d'ailleurs les formes de l'art, hein, qu'on peut utiliser contre, on va dire, la douleur de vivre, la douleur d'exister, mais surtout contre les injustices de tous les systèmes, hein, et surtout la dictature. Hein. Donc, dans les pays où quelques personnes décident pour tout un peuple, c'est toujours difficile, hein, de résister. Mais heureusement qu'il y a toujours des gens qui résistent, y compris justement avec l'art en général. Quand il n'est pas récupéré par les gouvernants. Les gouvernants, surtout... Que pensez-vous de nos artistes? Sont-ils à la hauteur de ce qui se passe actuellement? Les artistes, ils ont toujours été à la hauteur. Hein. C'est pas moi qui vais les critiquer et dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Après, il y a toujours des artistes qui travaillent pour le système, hein, dans tous les pays du monde, hein, y compris dans les démocraties. Hein. Donc voilà, moi j'ai beaucoup plus de respect pour les artistes qui se battent, qui résistent, qui sont plutôt du côté des aspirations profondes des peuples. Et l'élite en général, actuellement, est-ce qu'elle joue son rôle? Et je crois que oui, mais on peut s'attendre à mieux. Mais attention, il y a quand même deux périodes qui nous paraissent, en tout cas maintenant. Hein. Donc avant ce réveil et après. Donc il y a même des retournements de veste, tout le monde l'a constaté, bien sûr. Il y avait des gens qui faisaient l'éloge de ce système et qui maintenant veulent être les opposants à ce système, hein, en 2-3 mois. Hein. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est dans tous les pays du monde, hein, c'est comme ça. C'est pas grave. Hein, et vous savez, les peuples, ils ont toujours une mémoire collective. Hein. Quelle que soit la dictature, la mémoire collective, elle est toujours conservée, heureusement d'ailleurs. En tout cas, on constate que la peur n'est plus là. Oui, voilà. Oui, effectivement. Le peuple s'est libéré. Et je pense que une véritable démocratisation n'est pas impossible. Je la vois en tout cas apparaître. Je l'espère. Moi, je dis que rien n'est gagné, mais bon, il est à espérer que les choses s'améliorent. Ce qu'il y a de bien, et c'est ce qui est évident, c'est que dans la tête des gens, quel que soit ce que fera ce système, dans la tête des gens, la liberté, la dignité et la justice sociale existent déjà. Donc, je dis dans la tête des gens. Après, comment cela pourrait se concrétiser, c'est difficile. Hein. Ça va prendre du temps, mais le régime algérien veut se maintenir, il fera tout pour se maintenir. Il peut même présenter une façade de changement pour qu'il reste encore. Mais je ne vais pas insulter l'avenir. Hein. J'espère que les choses évolueront dans le bon sens, tel que je le souhaite. Voilà, Brahim. En tout cas, on garde espoir. Merci. On va donner la parole à la salle. Votre dernier mot, alors. Le dernier mot. Voilà. Pas le dernier rajoutez mot, juste.
Le dernier mot, La démocratie en Algérie. La démocratie en Algérie, moi je respecte les gens qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour un système plus juste. Et j'en connais personnellement des gens qui ont souffert, qui ont donné leur vie pour ce pays. Moi, mes pensées vont vers ces gens-là. Mes pensées ne vont pas vers les gens qui veulent récupérer le mouvement, vers les gens qui veulent se présenter. Qui sont intéressés. Absolument, absolument. Absolument. On peut donner la parole à la salle, Brahim. Tout à fait. Voilà, merci. Questions, réponses, remarques, ajouts. Mais bien sûr, c'est un texte qui brasse pratiquement 50 ans de la vie de l'Algérie. Donc des maquis du FFS jusqu'à aujourd'hui, en passant par le printemps 80, par l'assassinat de Kemal Hamza, paix à son âme, des événements d'octobre 88, du printemps noir de Kabylie. Il y a aussi les quêtes d'un des personnages et dont la quête est spécialement dédiée à la Kabylie. Moi, je pense que c'est l'un des livres les plus aboutis. Mais peut-être qu'il faut le lire plusieurs fois pour en saisir la force. Ben, merci. Oui. Voilà. Moi, j'écris beaucoup. J'écris depuis des années. Je peux publier 2 autres livres le mois prochain, si je le voulais. J'ai des textes qui sont toujours à côté. Et donc, ce texte, il était là depuis des années. Et puis, quand on va dire vers le mois d'octobre passé, j'ai compris que le système algérien voulait permettre au chef de l'État de ne pas, qui ne parle pas, de mourir sur le trône. Je me suis dit, il y aura certainement une 5e mascarade. Et moi, honnêtement, je pensais que le chef de l'État qui ne parle pas allait, soi-disant, être réélu à 80% des voix, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec mon éditeur s'il y avait lieu de changer le titre. Mais au final, on a discuté, on a trouvé que la 5e mascarade, elle est encore pire que les 4 passées. Nous sommes toujours dans la 5e mascarade, malgré le réveil de ces millions de marcheurs. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la mascarade. Après, qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois? Ça, je ne saurais le dire. Mais pour l'instant, nous sommes dans la mascarade. La mascarade, elle est là. La mascarade, elle est dans les jeux du pouvoir. Elle est dans les jeux du pouvoir pour se maintenir. Et ce n'est pas seulement le chef de l'État qui ne parle pas. Et oui, le système, il est là. Je disais tout à l'heure, à mon avis, ce système va encore inventer 1001 choses pour se maintenir. J'espère qu'il ne se maintiendra pas. Mais moi, je parle du système. Je ne parle pas du chef de l'État qui ne parle pas. Oui, c'est une question très pertinente, Nassal, effectivement. Mais j'ai fait vraiment Oui, je t'en prie. Oui, bien sûr. Absolument, absolument. Donc, le gros du travail que j'ai fait, c'est ce que tu viens de dire. Parce que les textes étaient là, mais j'ai modifié, j'ai élagué des choses et j'ai ajouté d'autres choses pour que, effectivement, il y ait d'abord un fil conducteur sur toutes ces années. Le fil conducteur, c'est la résistance face au même système, et c'est toujours le même système, en fait. Il n'y a jamais eu d'alternance politique en Algérie, ça on le sait. Et je parle aussi des récupérations de ces résistances. Les mots parfois sont crus, comme parfois c'est de la poésie, mais effectivement j'ai consacré beaucoup de temps pour donner de la cohérence en respectant ce fil conducteur. Alors c'est un bouquin, effectivement, très politique, mais c'est un livre aussi presque de poésie. Hein. Je me permets de vous lire un passage. N'assiste pas à tes funérailles, meurs en faisant semblant de vivre. Mourir et vivre se ressemblent. Le plus important est ailleurs. Continue à te rechercher encore, n'abdique pas. Tes défaites te rappelleront toujours la force de tes idées.
tes défaites te rappelleront toujours la force de tes idées éternellement incomprises. Ne sois pas dupe. Tu as toujours su ce que tu voulais. Et dès que les autres l'ont compris, tu es déjà perdu. Perdu, mort ou vivant, l'univers entier se souvient de toi. Perdu, mort ou vivant, tu ne ressembles à personne. Perdu, mort ou vivant, tu flottes sur l'océan de ta déroute. Passager de l'inconnaissable, hier, aujourd'hui et demain se rejoignent en toi. Nul ne t'attend, nulle part, nul ne te cherche. Tu as échappé à tout. Voilà un peu l'ambiance aussi du livre. Je raconte par exemple un épisode le jour où Kamal Amzal, paix à son âme, a été assassiné à Bnei Aknoun. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est raconté dans le livre. À Boumerdès, à l'Institut national des industries légères, on a trouvé tout un arsenal d'armes blanches des frères musulmans. Et ils n'ont jamais été inquiétés, jusqu'à aujourd'hui. Donc vous comprenez la manipulation déjà. Nous sommes en 1982. C'est le 2 novembre 1982. Et toutes ces manipulations vont plus tard donner le fils, donner la guerre contre les civils. C'est ça le plus difficile. Pour moi, ça a été cela. Mais j'ai essayé de ne pas oublier les repères centraux de la résistance. De la résistance face à la dictature en tant que système, mais c'est des résistances qui sont portées par des individus et qui souvent ont été marginalisés. Je raconte aussi leur marginalisation par leurs propres amis. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire, en Kabylie, les Kabyles croient que tous les Kabyles étaient pour le printemps berbère en 80. C'est archi faux. J'ai vécu le printemps 80, et bien je vais vous dire, ce n'était pas la majorité qui était pour le mouvement en lui-même. Hein. Nasser, tu connais un bout. Voilà, donc je n'essaye pas de mythifier des choses pour le plaisir de les mythifier, mais de les remettre dans leur réalité, même si ces réalités sont amères, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans le délire, hein, et parce qu'aussi, je me répète, l'enseignement de l'histoire n'a pas été fait, donc aujourd'hui, les gens peuvent raconter pratiquement n'importe quoi. Moi, j'ai mes méthodes d'écriture. C'est vrai que j'ai moi-même vécu des choses en tant que personne, en tant qu'individu qui a toujours dit que ce système est mauvais depuis toujours, hein, depuis l'enfance pratiquement. Et moi, quand j'écris, je me connais, je n'écris que quand je suis inspiré. Alors là, ça coule de source. Et je me connais, je sais quand je ne peux pas écrire, soit je suis en train de lire, soit je suis en train de prendre des bières avec des amis. Voilà le programme. Notre maison était un repère de Macky Sall. Le colonel Amirouche était connu par tous les habitants de mon village, avant que les Français nous ordonnent de quitter le village. Parce que, pour moi, je n'étais pas encore né. Pour les habitants de mon village, qui n'avaient aucun collaborateur, on leur a donné une demi-heure pour déguerpir. Et tous les miens sont partis dans les autres villages, ou à Alger, ou en France. Ça, c'est une histoire. On ne peut pas la refaire. Le pouvoir algérien est une dictature, dès le 9 septembre 1962. Mais le drapeau n'appartient pas au pouvoir algérien. Ces immenses manifestations, qu'est-ce qu'elles vont en donner? Ça, c'est autre chose. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le système pourrait, avec des parades et des manipulations, s'y maintenir encore. Mais personne au monde ne peut nier l'extraordinaire pacifisme de ces manifestations. La femme nord-africaine doit avoir les mêmes droits que l'homme, complètement les mêmes droits. Un pays où la femme n'est pas l'équivalent de l'homme, c'est un pays qui n'avance pas. Et moi, je fais fi, y compris des recommandations religieuses. Et j'ai toujours cru
qu'un pays, s'il veut avancer, doit impérativement séparer la religion de l'État. La constitution algérienne d'aujourd'hui dit que l'islam est religion d'État. Je pense que c'est une idiotie. La Kabylie, toutes les aspirations de la Kabylie ne peuvent pas avoir droit de cité dans une dictature. Et je trouve une forme de légèreté dans beaucoup d'animateurs souverainistes que je comprends malheureusement, parce que la politique, ce n'est pas les slogans, c'est la formation politique, c'est la lecture, c'est l'écoute de l'autre, c'est l'écoute du monde. Et moi, l'indépendance de la Kabylie ne me dérange pas. Si les Kabyles demain sont majoritaires pour leur indépendance, je dirais oui. Oui. Au-delà de la dimension politique de ce livre, moi j'ai beaucoup plutôt apprécié la dimension poétique et puis le lien entre ces deux couples presque interdits, entre Jeff, donc Khaled, et puis Malika, Farid et Sabrina. Mais j'ai été quand même assez perturbé sur cette façon de jouer avec le narrateur qui est tantôt Farid, qui est tantôt Sabrina. Là, c'est le Gazegui et Louia. C'est vrai. Même les Kinitsu à Louia. Je me pose la question, je me dis, mais qui est vraiment le vrai narrateur? Oui. Alors, l'auteur, on ne peut pas l'incriminer parce que c'est l'auteur, il peut faire ce qu'il veut. Il y a aussi une cohérence qu'il fallait mettre dans le texte par rapport aux 4 personnages qui, à un moment ou à un autre, tous prennent la parole, et il y a un narrateur, il y a d'autres narrateurs qui sont plus loin. Mais on les saisit, il y a toujours une phrase ou deux, si on regarde vraiment, on comprend qui parle. Oui. C'est un jeu, hein. C'est pour ça que je convoquais tout à l'heure un peu Faulkner, qui est ma référence en littérature, si tu veux. Mais ce sont des précurseurs dans justement la construction de jeux narratifs complexes. Voilà. Avec l'impromptu de la polyphonie Dostoïevski. Faulkner lui-même reconnaît qu'il a été influencé par Dostoïevski. La polyphonie de Balzac, elle est quand même limite, oui. Très manipulée par l'auteur, pour que chez Dostoïevski. Et ça fait du bien, pardon, d'un point de vue personnel, dans mes lectures, j'adore ça, parce que ça donne la parole à tout le monde, c'est de la démocratie. C'est bien vu, merci. Voilà qui est une république, si je peux me permettre, الشيخ مهندل في مرتين كمان التونس وغندا الغرس يسقسات نتاسكو هنا الغرس سقسات يسقسات نمزورني سيمكادنا ويسوي وزعما مادام مزورنا هذا بيسينيس ديالنا ما كاينش الناس العاليش لا الدين لي جون سون ريسبكتيو Bon, il faut y avoir du ciné, c'est plutôt le ciné, c'est chez Dina, chef de Fsado. Si je m'entends à quelqu'un aussi, ou tout le monde est créé ou fait. C'est pas, on n'a pas de. Oui. Chacun cherche des. Moi, oui, très bien, la sœur, merci. Oui. Tu as dit qu'il n'y avait pas de chronologie dans ta raison. Oui. Est-ce que cela signifie qu'il a une dimension intemporelle? Je l'espère, mais ça serait prétentieux de ma part de le dire, c'est pas à moi de le dire. Mais ce n'est pas le but recherché, c'est juste une façon d'écrire quand il n'y a pas de chronologie. Je te signale par exemple, il n'y a pas de chronologie dans Nejma de Katab Yassine, par exemple. Enfin, Katab Yassine lui-même est influencé et par Faulkner et par Mohamed Khayreddine, le Marocain, un immense écrivain, un immense poète, paix à son âme, lui aussi. Après le temps, quels sont les textes qui vont rester? Franchement, je ne peux pas me hasarder à dire que c'est mon texte qui va... Ce serait ridicule pour moi de le dire. Mais je l'espère qu'un jour, des gens se diront qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'écrire un roman différent.
j'ai écrit des livres, j'ai écrit un livre politique sur le système algérien, qui est interdit en Algérie jusqu'à aujourd'hui, qui est sorti en 2002. J'ai fait une conférence de presse avec mon éditeur au Café des éditeurs à Paris en 2002. Mon éditeur a donné le livre à tous les médias français, télévision, radio, journaux. Il n'y a eu qu'un seul article dans le quotidien La Tribune, qui était encore quotidien, le quotidien d'économie, et celui qui a écrit cet article, c'est un ami, c'est Akram Belkaïd. Il est aujourd'hui journaliste au Monde diplomatique. C'est le seul article qu'il y a eu sur mon livre, et en France et en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, 17 ans après. Ce livre est aujourd'hui dans toutes les bibliothèques universitaires du monde. Il est à Chicago, il est en Californie, il est à Sciences Po, il est en Italie, il est au Portugal. C'est un livre que des dizaines d'auteurs ont pompé sans me citer. C'est ce premier livre qui détaille le fonctionnement du régime algérien. Voilà. Oui, non, ça, bien sûr. C'est pas surprenant. Je pense qu'on est que le pouvoir algérien est en transition depuis 1962. Voilà, ils veulent ajouter une transition. Merci Nassar. Franchement, tu es un esprit éclairé. Bravo. Par rapport à ce qui se passe actuellement, à tout ce mouvement, je pense que ce que ça a réveillé les ce qui est possible. Les gens, ce qu'ils sentent, ils sentent qu'ils peuvent faire des choses, parce que je pense que quand on réfléchit, contrairement, je suis un peu sobre, même très sobre, je ne suis pas atteint par l'euphorie. Au départ, c'était de la manipulation pour sortir les gens dans la rue, c'est la technique du pouvoir. Voilà, Chab, ils se battent entre eux, les clans, en utilisant le peuple. Mais ça leur a échappé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est investi dans la rue. Ce qu'ils pensent, je ne sais pas ce que ça va changer, ce qu'ils pensent, ce que ça va apporter, mais je pense au niveau individuel, au niveau collectif, il y a une forme de fraternité qui se crée, même s'il y a des conflits, des tensions, il y en aura toujours. Les gens ne peuvent pas... Et bien, quand on est dans une même famille à 4-5 personnes, on se tape dessus, alors que quand on est des millions. Et je pense que ça va changer la donne. Pour parler de révolution, à mon avis, c'est une révolution parce que la mainmise de la religion sur l'État, sur la société est terrible, quoi. Ça empêche les gens de penser libre, d'aller très très loin dans leur idéal, dans leur rêve de liberté. Et je pense que ça défie quelque chose quand même, que les gens pensent qu'il est possible de faire autre chose, de penser haut, ce qu'il disait tout bas, comment ça se défoule, comment les gens qui n'osaient auparavant que parler en privé, cesser en public. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, et même au niveau de la Kabylie, par rapport à la Kabylie, je pense qu'il va y avoir une nouvelle forme, une nouvelle conception de la chose politique, du débat politique en Kabylie, pour que les gens s'acceptent dans leurs idées, parce qu'on est, franchement, chacun tient à sa chapelle et tape sur l'autre. Dès qu'il a ses idées, il pense qu'il n'y a que ces idées qui doivent passer. On a hérité ça de cette culture dogmatique, justement, influencée ou inspirée des religions. Il n'y a qu'une seule parole, il n'y a qu'un seul discours. Celui qui est contre, n'est pas bon, c'est un tel de toi, c'est Judas. Alors que ce mouvement va réveiller autre chose, va réveiller, et il y a de nouvelles idées qui sortent, comme cette idée de fédéralisme comme étape intermédiaire. Parce que aller, franchement, vers une indépendance, la Kabylie, je suis indépendantiste, je suis pour une, mais pas du jour au lendemain. Parce que demain, on aura les mêmes magistrats, on aura les mêmes flics, les mêmes militaires. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Tu penses que Matraque Kabyle sera plus douce que Matraque arabe ou française? C'est un pire. Mais merci Nassar. Nassar vit en Kabylie. On sera dans une dictature. Mais si on va vers une démocratie, on aura un régime démocratique. Merci. Et il faut surtout sortir des certitudes. Moi, je suis effaré quand je rencontre une
partie de notre élite qui est campée dans ses certitudes depuis 20 ans. Mais le monde change. Le monde, on peut le regarder, on peut l'observer. L'Érythrée est un pays indépendant aujourd'hui. C'est la plus grande dictature au monde. Ils ont fait une guerre pour se séparer de l'Éthiopie. L'Érythrée est classée aujourd'hui parmi les premières dictatures au monde. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, depuis 1 mois et demi, il y a des manifestations un peu partout en Algérie. Et il y a des gens qui crient à Tiaret, à Relizane, à Oran, pouvoir assassin. En tant que Kabyle, ça me rappelle beaucoup de choses. Pendant des années, la Kabylie avait le monopole de pouvoir dire cela. Aujourd'hui, il dit en dehors de la Kabylie. Donc la 5e mascarade, elle arrive après bien des résistances, au fait. Quand je raconte Avril 80, quand je raconte Kemal Hamzal, quand je raconte les événements d'octobre 88, quand je raconte le printemps noir de Kabylie, où 128 personnes ont été assassinées, où il y a eu 6000 blessés, il y a eu 2000 handicapés à vie. Il ne faudra jamais oublier cela. Et aujourd'hui, pour rendre justice à ces gens-là, pour ma part, c'est justement être du côté des gens qui se battent pour la paix, la liberté et la justice sociale à l'échelle de l'Algérie, à l'échelle de l'Afrique du Nord. J'ai dédié mon livre, entre autres, aux prisonniers politiques du Rif, au Maroc, condamnés par l'injustice du roi à de lourdes peines de prison à cause juste de leur désir de vivre en liberté et dans la dignité. Je vais vous faire une confidence. Je vous jure que chaque jour, je pense à eux. Je vis à Paris, je vous jure que chaque jour, je pense aux prisonniers politiques du Rif. Mais c'est une injustice terrible. Le pape est aujourd'hui au Maroc. Tous les officiels occidentaux vont au Maroc. Et ils n'osent pas dire pourquoi vous avez mis ces jeunes hommes et ces jeunes filles en prison. Et donc, celui qui se bat pour la liberté, pour la dignité, pour la justice sociale, il se bat pour tous les humains sur Terre. Il ne peut pas dire, moi je suis dans telle région, parce qu'il y a 20 ans, on ne m'a pas aidé et moi je ne vais pas aider. Ça serait vraiment, vraiment mesquin. Ça serait vraiment rétrograde de penser ainsi. J'ajouterais juste que la Kabylie est en plein dans le mouvement, depuis le début, et les gens l'oublient, mais c'est en Kabylie que cette contestation a démarré, c'est à Harrata. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'aspect pacifique du mouvement a terriblement gêné le système algérien, parce qu'il ne connaît rien au pacifisme. Le métier du système algérien, c'est la manipulation et la violence. Je vais vous dire une chose, le système algérien est en train de s'écrouler. Mais je disais tout à l'heure, il peut trouver la parade. Il peut trouver la parade en venant avec des manipulations et en venant avec des changements de façade. Mais honnêtement parlant, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, il ne s'est jamais passé en Algérie. Dans la tête de la quasi-majorité des Algériens et dans la tête de la quasi-majorité des Kabyles, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Où est-ce que ce quelque chose va nous faire atterrir? Ça, je n'ai pas les réponses. Ça, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez lu des notes de lecture de mes livres? Dans Liberté, dans Loatan. Les journalistes d'Al-Watan sont mes amis. Il y a au moins 5 journalistes d'Al-Watan qui ont écrit des notes de lecture de mes romans. Elles ne sont jamais passées, jamais. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon souci. Moi, ça ne me touche même pas. Moi, je continue ma vie, j'écris et j'avance. Et je n'ai aucune prétention de centraliser mon existence. J'écris le livre le plus virulent vis-à-vis du système algérien. Algérie, la guerre des ombres. Il n'y a pas un autre livre plus virulent, où je cite les généraux nommément, avec des faits, et uniquement des faits. Je n'ai même pas mis ma position politique dans aucune phrase.
c'est une forme de pudeur, mais je pense que je n'ai pas à le faire. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas le champion du monde, je suis juste quelqu'un qui aime lire et écrire des romans, c'est tout. J'ai encore des choses que je vais raconter et que personne n'a raconté jusqu'à aujourd'hui. Y compris sur les gens qui se prennent pour des opposants aujourd'hui. La réalité de la Kabylie, nous la connaissons tous. Les leaders politiques kabyles, tous, n'ont pas été à la hauteur. Ça, nous le savons tous. La Kabylie est aujourd'hui ultra divisée, ultra divisée. Alors, on peut vivre de slogans. Oui, vive la Kabylie libre et indépendante. Oui, on peut le répéter, on peut l'écrire sur Facebook. La réalité, elle est beaucoup plus amère. Et je connais personnellement tous ces leaders. Et je peux écrire des livres pour dire leur réalité concrète. Je ne le ferai pas par décence. Et je l'ai toujours dit, je le redirai toujours, je suis kabyliste. Kabyliste dans le sens des valeurs kabyles, d'humanisme, de solidarité, de respect de l'autre, de générosité. La kabilité, c'est ça. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas le rejet des langues, ce n'est pas le rejet des drapeaux. La Kabylie, c'est la construction humaine, humaniste. Et c'est l'ouverture vers l'autre. Aussi, on termine et je vous fais des signatures pour celui qui veut. Merci à Brahim. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous toutes. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci d'être venu. Ça va? Tu vas bien?